Bonjour à tous, à toutes, bienvenue dans ce 41e épisode d'Hors-Piste avec ce plaisir de vous retrouver pour prendre la piste, peut-être hors de ce qui est du sentier battu qui est bien droit, bien lisse devant nous, avec mon invité du jour pour écouter aussi comment elle a fait pour sortir de ces pistes ou comment elle a été propulsée sur les hors-pistes peut-être par la vie. Et c'est souvent ou un choix ou un choix par défaut d'y aller. Et comment ces émissions sont là pour vous accompagner à écouter ces endroits, pour y aller avec plus de calme, plus de sérénité et surtout d'écouter votre audace. Et bienvenue à la tienne, Capucine Costadiner, qui est avec nous cet après-midi. Merci, bonjour Thomas, bonjour à tous, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir, Capucine. Alors j'aime bien regarder les genèses quand j'accueille mes invités et, euh, et de, voilà, de parler de quelques mots sur qu'est-ce qui fait que tu es en hors piste avec moi cet après-midi. Ouais, bah moi je crois que c'est un petit peu la vie qui m'a mis hors piste et tant mieux parce que maintenant je me régale d'être hors piste, même si parfois c'est inconfortable. Euh, je vais forcément sélectionner parce que tu sais, on a tous tellement, tellement d'événements dans notre vie, mais on va dire que le gros événement, ça a été pour moi le diagnostic d'endométriose à 27 ans, après 10 ans voilà, de relations compliquées avec ce corps douloureux et avec presque ce déni en fait chez moi de ce qui se passait dans mon corps parce que je voulais pas, je disais et en même temps je crois que j'ai vraiment joué ce jeu de pas vouloir voir, en tout cas de pas ouais, de me laisser entendre dire ce n'est rien, mais non, c'est normal d'avoir mal, etc. Parce que je crois que j'ai été complice de ça maintenant, en tout cas, je le vois comme ça. Et donc voilà, ce moment où je comprends que j'ai cette maladie dont on me dit que je pourrais vraisemblablement rien y faire, et puis cette annonce de stérilité qui finalement a été plus difficile à vivre pour moi que la maladie même, j'allais dire. Donc voilà, ça a été le point de départ de ce moment où j'ai compris que j'avais des choses probablement à changer dans ma façon de vivre. Est-ce que c'est forcément, est-ce que pour toi c'est forcément un passage obligatoire d'être face à un mur ou à quelque chose qui nous dépasse pour se dire tiens, et si je faisais autrement? Ma question Ben, c'est bien. Ouais, mais je la comprends très bien ta question et non, heureusement, enfin, je dirais même que c'est pour ça que j'aime raconter mon histoire, c'est que en fait, pour moi, justement, je l'ai vécu pour d'autres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'attendre d'être dans cette épreuve imposée pour faire les réajustements nécessaires. Pour moi, il y a des compréhensions qu'on peut avoir et des prises de conscience qu'on peut avoir bien avant. Pour moi, c'est comme la médecine, tu sais, soit tu soignes de manière, enfin, tu attends en fait d'être malade, d'avoir un symptôme et de dire, bah, en fait, je suis bien obligée de me soigner parce que, soit tu te dis, en fait, j'ai envie d'avoir une vie en santé. Et donc, tu regardes avant comment tu peux être en bonne santé ou en équilibre ou même en justesse, enfin, peu importe le mot, tu vois, mais pour moi, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, j'ai cette écologie personnelle de ne pas attendre le gros. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas me réarriver, hein, des grosses tuiles, entre guillemets. Mais pour moi, ça fait partie vraiment de ce que j'aime dire. Donc voilà, je le dis, on n'a pas besoin d'attendre en fait les épreuves pour. Parce que je dis souvent, moi, mon opportunité d'évolution, ça a été la maladie. Mais bien heureusement qu'on n'a pas besoin d'être malade pour saisir une opportunité d'évolution.
ou pour, enfin, aller regarder, de quoi on a envie dans notre vie, ou est-ce qu'on fonctionne à partir de nos essentiels, toutes ces choses en fait qu'on peut aller voir juste parce que c'est beau enfin, en tout cas de mon point de vue, d'avoir cette conscience-là et de la nourrir, de finalement d'arroser ce qu'on veut voir pousser, quoi. Et comment tu chopes ça? Parce qu'en fait, au moment où on n'y est pas, heu, tu vois, la marche suivante, on ne la voit pas. Donc comment choper ça? Comment écouter que c'est par là que ça va, alors qu'on est à un endroit, qui ne montre rien de cette nouvelle marche? Comment tu fais ça toi? Ouais, moi je crois que je fais ça, c'est un mélange d'une forme de décision. C'est-à-dire que moi, j'ai comme à un moment, tu vois, quand j'ai capté ça, justement, j'ai comme passé un contrat intérieur de dire, bah, en fait, par exemple, l'audace, à un moment, ça a été un vrai contrat. Pourtant, j'avais rien, tu vois, qui m'obligeait ou à sortir quelque part de cette zone assez confortable. Mais voilà, début 2021, je me suis dit, 2021, je veux que ce soit mon année de l'audace. Donc pour moi, c'est comme des intentions que tu poses, mais tu vois, avec beaucoup de... C'est ça la subtilité, c'est cette douceur et cet amour de soi et ce respect des limites du corps, c'est assez subtil hein, de trouver l'équilibre entre poser une intention qui va te permettre justement d'aller capter ces pensées ou ces choses qui te limitent et sur lesquelles tu as envie d'évoluer. Et en même temps, de pas, justement, ce que je pouvais faire avant, être dans un passage en force, hein. Pour moi, là, on parle vraiment justement de l'énergie masculine et de l'énergie féminine. En fait, pour moi, si tu écoutes ce qui est l'élan du cœur, il n'y a jamais de passage en force, il n'y a qu'une énergie masculine qui vient soutenir cet appel intérieur. Et là, tu es dans l'écologie, il y a pas besoin de forcer. Et en plus, quand tu fais ça, il y a pour moi aussi un soutien un peu universel, un soutien divin, je ne sais pas comment tu vois l'appeler, qui fait que ça roule sans que tu aies besoin justement de passer par... parce que pour moi, la maladie, c'est un passage en force aussi. Mmh. Ou un passage, en force. Pour moi, il y a de l'action, il y a des choses qui passent en force, et la maladie, c'est comme s'il y avait eu un trou, un vide, un manque d'écoute, ou un manque justement de capter ces signes, ces signaux. Et bon, ça, c'est mon prisme entre le plein et le vide, qui me passionne tous les jours avec le triconscient. Justement, à quel endroit c'est en surplus et à quel endroit c'est en manque, en fait. Mm. Et oui, c'est ça que ça m'inspire quand tu dis passage en force. Ça passe Ouais, du mais tu vois, vide. pour reprendre ton idée du plein et du vide, justement, quand j'ai compris que moi j'avais un plein d'énergie masculine Mmh. et un vide d'énergie féminine, ça m'a donné une direction. Sauf que, voilà, j'ai mis des années à ressentir ça, parce que c'est pas le jour où on m'a dit endométriose, maladie du féminin, que j'ai dit ah, j'ai un petit surplus de yang, je vais faire un rééquilibrage, allez hop, on remet à niveau le yin et c'est bon, c'est parfait. Non, non, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça, mais ça parlait quand même de ce plein et ce vide. Et en fait, ce qui est chouette, c'est pas forcément de... Parce que sinon, on attend toujours d'arriver à l'équilibre. Et en fait, l'équilibre, il n'existe pas vraiment. Ce qui est beau, c'est d'être en chemin vers ce- cette harmonisation intérieure. Ouais, c'est comme si l'équilibre était cette conscience qu'il y en a pas, en fait. Que du Mm. coup, ouais, c'est ni à gauche ni à droite, c'est les 2, simultanément, parce qu'on a enfin pas simultanément, en alternance, pour que justement ça tienne droit, ça tienne debout. Mmh. Je reviens un peu sur ce que tu disais au tout début, heu, avec ce mot très fort du déni. C'est que même quand tu as eu cette annonce, il y a un endroit de toi qui disait: «Ah non, mais non». Ouais,
Enfin, en tout cas, je ne sais pas si c'est au moment du diagnostic, mais il y a eu 10 ans de douleur, donc d'un corps qui parle, hein. Oui. Les douleurs d'endométriose, c'est hyper intense et moi, pendant ces 10 ans-là, c'est comme si j'allais déposer ça, chez, ma gynéco, une fois par an. On me disait: «C'est rien» et c'était comme si cette parole-là, annuelle, avait plus de poids que ce que je vivais au quotidien dans mon corps. C'est fort quand même de réaliser à quel point tu peux, finalement, accorder si peu de crédit à ce que ton corps te dit au quotidien, par rapport à une parole que moi, en plus, je considérais un peu comme une parole d'évangile parce que j'avais intégré que la parole médicale, c'était, quelque chose de supérieur à mon ressenti. Je ne sais pas comment je l'avais intégré et c'est pas, c'est pas bien ou Je mal, mais voilà, en tout cas, c'était et je trouve que ce déséquilibre-là, à l'intérieur de moi, bah, en tout cas, le regard que j'ai, c'est que oui, j'étais dans ça m'allait bien qu'elle ne valide pas ma parole intérieure, ce que je ressentais, parce que je savais quelque part, j'avais cette intuition que si on écoutait vraiment, derrière, il y avait un gros dossier, tu vois? mmh, Et comme j'avais pas envie de voir ça, ben, j'avais l'impression de dire, mais je crois que je disais tout en étant complice de ce parce que tu sais, autour de l'endométriose, il y a ce truc de dire: «Bah, les médecins nous entendent pas» et tout ça et moi, j'interroge pas du tout pour culpabiliser les femmes, mais comment toi tu écoutes, en fait? Comment toi tu valides ce qui se passe à l'intérieur de toi? Parce que je crois que justement, c'est le jour où j'ai arrêté d'être dans le déni. Je l'ai décidé, en fait, hein, c'était au cours d'un voyage au Maroc. Il y a un cap, j'ai passé je me rappelle très bien, il y a une nuit de douleur où en fait j'ai eu un face-à-face de vérité avec moi-même où je me suis dit: «Je ne peux pas en fait, je ne peux pas continuer à faire comme si» et donc j'ai pris la décision qu'en rentrant, j'allais, dire d'une autre manière et en fait, ben, 3 semaines après, j'étais diagnostiquée donc si tu veux, j'aurais pu prendre cette décision bien avant. Donc je considère que quelque part, j'ai été un petit peu complice de cette errance médicale ou en tout cas de ce déni intérieur. mmh. Quand tu dis: «J'aurais pu avoir ce déclic avant», ça me met à cet endroit de la justesse qui peut justement faire évaporer, souvent les culpabilités que j'entends: «J'aurais dû, j'aurais pu», et qui plombent en fait le chemin de moi j'aime bien regarder cet endroit de cette justesse du timing. Est-ce que c'est quelque chose que tu comment tu perçois ça? Bah, je le perçois, le truc, c'est que c'est toujours rétroactif cette histoire. Mmh. Quand on est dedans, évidemment, j'ai eu énormément de culpabilité. Enfin, en tout cas, je ne sais pas si c'est évidemment, mais en tout cas, j'ai eu énormément de culpabilité. Bon, après, je l'ai travaillé, hein. Moi, j'ai fait quand même pas mal de travail de développement personnel, de thérapie, et cetera. Donc, j'ai enlevé des couches. Mais, enfin, je sais pas si c'est le terme où je suis allée en Ouais, ouais. profondeur, mais, mais c'est toujours rétroactivement, enfin, en tout cas pour moi, que tu comprends à quel point c'était juste que ce soit comme ça. Mmh. Et en fait, c'était le meilleur moment. C'est pour ça que tout ce qui se passe et tout ce que enfin, la vie, l'univers nous envoie ou tout ce qui se passe dans notre vie comme épreuve, comme traversée, c'est toujours pour moi des messages d'amour. Mais sauf que comme on a une vision dans notre, perception humaine et que c'est inconfortable, on voit pas ça comme un message d'amour parce qu'on croit que ce qui est inconfortable, c'est pas de l'amour. Mais Mmh. quand on comprend que justement ce qui est inconfortable, ça peut vraiment nous amener vers, l'essence de ce qu'on a à incarner et je pense aussi à transmettre parce que pour moi, quand on a vraiment à traverser des choses, c'est aussi qu'on a quelque part à transmettre là-dessus. Donc oui,
oui, le timing est parfait. Après, c'est cette justesse entre vivre l'émotion que ça nous fait vivre, tu vois? Parce que moi, quand j'ai eu ce diagnostic, ce diagnostic aussi de stérilité, j'étais dans une colère, heu, incroyable et une tristesse. Enfin, il y a j'ai eu d'abord à m'occuper de ces émotions avant de m'occuper de est-ce que c'était le bon timing au niveau de l'univers. Et tu vois, des fois, je trouve que dans ce côté, posé là comme on a, et c'est génial que des personnes puissent nous entendre, surtout si elles sont dans ces situations-là, mais c'est pas forcément le bon, tu vois? Moi, en tout cas, il y avait quelque chose d'agressif pour moi avec cette spiritualité-là, quand j'étais au contact, de cette colère et de cette tristesse. En tout cas, j'avais juste envie de, voilà, de dire: «C'est pas juste et pourquoi moi et machin et j'en ai rien à foutre du bon timing et du message de l'univers et de machin», voilà. Donc je le dis aussi parce que, bah, je sais pas, parce que j'ai envie de le dire. Bah, tout simplement et parce que ça fait du bien aussi de c'était une discussion que j'avais avec une de mes clientes, bah, c'était ce matin, pas plus tard que ce matin, sur cette histoire de spiritualité, heu de, heu, de dimension spirituelle, énergétique et à un moment, c'est aussi, de revenir ici maintenant dans la matière et elle me disait: «C'est aussi pour ça que je viens chez toi Thomas, c'est qu'il y a cet endroit de, une chose à chaque chose à sa place, aussi dans les strates, très concrètes parce qu'on est dans un plan physique et avec de la dualité, avec de la souffrance physique concrète et que oui, il y a de la justesse et en même temps, la comme tu disais très bien tout à l'heure, la justesse de s'occuper d'ici et maintenant et j'ai mal dans mon corps et j'ai mal à mon cœur et de prendre soin aussi de ces dimensions-là et qui, à mon sens, est la définition d'être spirituel, c'est d'être incarné ici et maintenant, les pieds d'abord dans la terre Mmh. et ensuite ou en même temps après, on va pas commencer à chipoter, savoir dans quel timing c'est ou dans quelle dimension c'est. En tout cas, évidemment, tout est connecté. En revanche, de ne pas séparer justement. Mmh. Est-ce que comment tu le lien entre ton hors-piste, cette maladie, qui t'a poussé, de ma perception dans tes retranchements, et ce que tu fais aujourd'hui, comment tu ça a été quoi le chemin pour toi? Enfin, ou comment tu t'abreuves de ce terreau-là pour accompagner aujourd'hui? Alors le chemin, il a encore eu plein d'étapes que je vais pas forcément, détailler parce que ça prendrait beaucoup de temps, mais il y a eu un mélange d'évolution professionnelle et personnelle et voilà. Et aujourd'hui, si tu veux, ce que je ressens fondamentalement, c'est que, on est responsable de notre vie, de notre santé. Et du coup, moi, c'est vraiment ce sur quoi j'aime, accompagner, bah, les femmes, je dis les femmes parce que j'accompagne beaucoup les femmes, mais si un homme se sent appelé, c'est pas fermé, mais si tu veux, voilà. J'accompagne plutôt les femmes, et donc j'ai créé, voilà, c'est en tout cas, j'appelle mes clientes les fées, les femmes qui évoluent ensemble vers leur souveraineté. Et pour moi, c'est vraiment, voilà, reconnecter avec cet espace intérieur de pouvoir personnel. Et c'est ce qui nous, en fait, il y avait quelque chose d'insupportable pour moi avec l'endométriose, mais qui est déclinable à plein d'autres sujets, c'est ce côté impuissance. Pour moi, cette impuissance et ce pouvoir remis à l'extérieur et de juste attendre, bah, que le temps passe, que la ménopause arrive pour nous délivrer des douleurs, c'est pas possible. Dans ma conception du monde, il y avait quelque chose d'insupportable. Et voilà, je pense que c'est pour ça que j'ai autant cheminé dans cette, responsabilité de ma vie, qui, du coup donne la contrepartie de, bah, tout ce qui m'arrive, en tout cas, c'est un peu le résultat de ce que j'ai semé. Donc si tu veux, c'est à double tranchant, j'ai envie de dire, mais c'est des tranchants doux, en fait, quand on les pratique, enfin quand on les a intégrés.
Et voilà, et aujourd'hui, moi, je transmets aussi ma compréhension de cette écologie personnelle avec cette énergie féminine et masculine, parce que pour moi, même si certaines d'entre nous, donc 1 ou 2 sur 10, on est porteuse à travers nos corps de l'endométriose, pour moi, une maladie qui se développe comme elle se développe aujourd'hui, puisque je pense que tu sais qu'il y a de plus en plus d'endométriose, ou en tout cas, voilà, c'est quand même une maladie qui explose sans qu'on en ait une compréhension, même s'il y a plein de pistes, hein, d'explications, et elles sont complémentaires. Mais en tout cas, pour moi, le message, il est aussi collectif. C'est-à-dire, c'est aussi aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a tous à aller regarder de cette non-écologie personnelle, ou en tout cas de ce masculin surpuissant, ouais, omniprésent, ou en tout cas beaucoup plus présent que notre énergie féminine, qui pourtant nous constitue individuellement et collectivement. Et en fait, avec ce déséquilibre, on se fait beaucoup de mal, que ce soit voilà, au niveau de notre société ou au niveau de nos corps, de nos couples, de nos relations, de plein de choses. Donc, moi, j'accompagne vraiment sur cette harmonisation du couple intérieur pour revenir à de l'écologie, que ce soit au niveau personnel ou au niveau d'un couple ou au niveau d'une relation. Enfin, tu vois, c'est déclinable en fait à tous les niveaux, puisque tu sais que l'intérieur, l'extérieur, voilà. Et, et puis voilà, cette reconnexion au corps et à aimer être femme, en fait, à recapter à quel point c'est beau d'être une femme dans voilà, dans cette dimension cyclique, dans tout ce qui est beau aussi, dans tous ces tabous autour du cycle et tout ça. Moi, j'ai réappris à tout ce chemin en fait d'amour d'être une femme. J'adore faire ressentir ça à mes clientes. Mmh. Alors une question très concrète, est-ce qu'aujourd'hui tu as encore des douleurs de cette maladie? Non, Mmh. non, mais ce serait absolument pas un drame si ça revenait. C'est là en fait, je crois que à partir du moment où c'est ok de de je suis en fait comment je peux dire ça? Quand tu as à ce point accepté, c'est comme s'il y a plus besoin. Mmh. Mais ouais, je sais pas si je Ouais, réponds. c'est très OK, en fait, peut-être une question avant, c'est que techniquement, cette Mmh. maladie est incurable? Ce que j'entendais, attendre la ménopause pour qu'il y ait plus de douleur, ça veut dire que c'est lié au cycle menstruel qui fait que, c'est douloureux? Alors en fait, ouais, je vais peut-être commencer par là parce qu'effectivement, il y a peut-être des personnes qui vont nous écouter. Moi, je parle toujours de l'endométriose comme si tout le monde connaissait. Donc c'est une maladie du cycle menstruel, en tout cas, et c'est l'endomètre, donc la muqueuse utérine, qui, au lieu de s'écouler au moment des règles avec le sang des règles, remonte dans d'autres endroits du corps et forme des nodules. Et il peut y avoir des gros nodules à des endroits, donc une gravité de la maladie, mais avec des symptômes de douleur pas forcément élevés, ou alors des petits nodules, mais des douleurs très importantes. Donc il n'y a pas forcément de correspondance entre la gravité médicale et les symptômes douloureux. Mmh. Ça, c'est la première chose peut-être à dire. Et aujourd'hui, ce qui est dit au niveau médical, c'est que la seule chose qui peut arrêter la maladie, c'est l'arrêt en fait du cycle. Donc c'est pour ça que le traitement principal contre l'endométriose, c'est de stopper le cycle. Donc le traitement enfin voilà, que beaucoup de femmes prennent, c'est un traitement hormonal qui stoppe les règles. Ou alors de la chirurgie, comme moi j'ai eu une opération, voilà. Mais si D'accord. tu veux, ouais, vas-y. Non, non, je disais d'accord, j'appuyais ce que tu disais, je comprenais. Voilà, du coup, soit on se dit, effectivement, tant que j'aurai mon cycle, ça se passera comme ça. Soit, et ça a été mon cas, parce que je pense que j'ai fondamentalement une âme d'exploratrice, tu vois, du monde et donc de mon monde intérieur. J'ai voulu comprendre,
Voilà, donc j'ai compris mentalement et puis après entre comprendre mentalement et intégrer ce que j'ai compris, c'est pas la même chose. Donc voilà, pour moi, en tout cas, il y a vraiment des voies de guérison et je parle pas d'une guérison, j'apporte souvent cette nuance parce que je suis pas en train de dire: «Je sais guérir, de l'endométriose». Évidemment non. Mais pour moi, il y a une guérison que j'appelle une guérison du cœur parce que moi, si tu veux, à l'IRM, aujourd'hui, j'ai un nodule d'endométriose. Mmh. C'est-à-dire qu'au plan médical, je suis pas guérie, puisqu'à mon dernier IRM, voilà, j'ai un nodule, donc la maladie est là dans mon corps, mais elle se manifeste pas ou en tout cas, le symptôme se met pas en route. Je sais pas, enfin, comment tout ça, hein, je sais pas comment ça se passe, mais en tout cas, pour moi, c'est c'est vraiment, je sais pas, je vais peut-être dire un mot fort, mais insupportable en fait qu'aujourd'hui on dise à des jeunes filles ou des jeunes femmes diagnostiquées qu'il y a pas d'autre solution que de couper leurs règles ou d'attendre, 20-30 ans, enfin, tu vois? C'est pas possible. Mmh. C'est vraiment inspirant d'aller avec parce que, je suis revenu sur des questions très concrètes pour qu'on comprenne bien. Effectivement, juste avant, on était sur la douleur d'accueillir et d'une façon plus large, c'est comment, comment, stopper, non pas le symptôme, mais plutôt de s'ouvrir à lui, de l'accueillir dans une telle dimension qui fait qu'il n'a plus à sonner. Il y a le téléphone n'a plus à sonner parce que j'ai décroché justement et il ne va Exactement. pas revenir encore et encore et d'autant plus fort parce qu'on sait que la vie, quand on n'écoute pas, elle nous l'envoie encore plus fort et parce que justement il y a cet accueil et c'est ça que j'entends dans ce que tu dis par rapport à la douleur, c'est et ça m'intéressait justement de dire: «Est-ce qu'aujourd'hui tu as des douleurs?» et cette réponse est claire, c'est non. Mmh. Mmh. C'est non mais si tu veux, ça arrive que très ponctuellement, j'ai une micro-douleur et j'ai tout de suite l'info qu'il me faut. Enfin, ça reste pas, quoi, Mmh. tu OK. vois? Comme si l'info est arrivée, tu as capté l'info, Mmh, il y a pas besoin du symptôme pour pouvoir continuer le mmh. chemin. Voilà, mais par exemple, j'ai eu une récidive assez douloureuse quand je vivais à La Réunion, donc ça fait 2 ans et demi ou peut-être un peu plus. Et là, j'ai eu justement, bah, en fait, je suis rentrée en métropole, j'ai reconnecté avec des choses pas encore, bien posées, tu vois, dans mes relations familiales et tout ça et quand je suis revenue à La Réunion, enfin, c'est ce que je raconte aussi dans le livre, voilà, ce moment où je me prends le diagnostic en pleine tête et enfin, le diagnostic de récidive Oui. et là, bah, c'est ces moments aussi où tu sais, tu as l'impression que tu fais un retour à la case départ, alors qu'en fait, c'est justement pas ça. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, la douleur peut revenir, c'est OK. En fait, s'il y a encore un message, moi, je suis OK pour communiquer. Le canal est ouvert. Mmh. Hem, donc voilà et du coup, à ce moment-là, bah, il y avait un gros message à recevoir et ça a été beau parce qu'en fait, c'est tous ces moments-là aussi qu'on posait des choses dans ma vie concrètement, hein. Mmh. C'est la, ouais, la différence entre le message et la communication, c'est parce que j'ai un message, même s'il est douloureux ou pas, que du coup je peux entrer en communication et voilà, j'ai ce geste-là qui vient, c'est d'enclencher un mouvement plutôt que de rester, dans juste un message simple et une résistance effectivement. Quelque chose heu, qui est froid, qui est vide parce qu'il y a pas il y a pas d'échange, il y a pas de circulation en fait. Mmh. C'est beau, merci Capucine de tout ça. C'est quoi ton hors-piste du moment pour toi? Le hors-piste du moment, bah, le hors-piste du moment, c'est d'arriver à,
à communiquer sur le contexte sanitaire, en fait, qu'on vit là, parce que je fais énormément de liens entre tout ce qu'on vient de partager et puis certaines choses qu'on vit actuellement. Et, et c'est hyper inconfortable pour moi d'aller sur ce terrain, tu vois, vraiment chaud bouillant là, parce que c'est chaud bouillant, hein. Il y a des mémoires, il y a des blessures, il y a tout un tas de trucs là qui est en ébullition. Et du coup, mon hors-piste, c'est d'arriver à faire des liens entre mon message, notamment sur le pouvoir personnel, sur l'harmonisation du couple intérieur, pour que les personnes aussi puissent, qui m'entendent, ou en tout cas qui ont cette sensibilité à ces messages-là, puissent aussi vraiment se l'approprier dans le contexte qu'on vit actuellement. Et d'arriver à en parler avec l'ouverture du cœur, avec la douceur et la justesse que, en tout cas, moi, j'ai envie d'amener. Et d'être à la fois dans ce hors-piste, avec cette conscience, cette vigilance de ne pas tomber, entre guillemets, dans les pièges de l'injonction ou du jugement que je ne voudrais pas qu'on ait pour moi, mais que je pourrais assez facilement avoir pour d'autres, tu vois. Donc, ça, c'est un vrai hors-piste pour moi en ce moment. Voilà, j'ai fait quelque chose. Quoi? Et qu'est-ce que, sur quoi tu, parce que je voyais ce mouvement-là, et là, moi, je suis avec le surfeur, et c'est quoi ta planche, toi? C'est sur quoi tu t'appuies pour justement traverser ça à ta façon? Tu veux dire en termes d'outils? D'outils ou de valeurs ou de ressources intérieures ou de mantras, de croyances? Sur Mm. quoi, qu'est-ce qui fait que du coup, même si ça fait flipper, même si c'est inconfortable, eh ben, tu y vas parce qu'il y a quelque chose qui est là pour toi ou avec toi. Bah, une chose que j'utilise dans tout ça, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? C'est déjà, dès que c'est le bazar, puis tu sais, moi j'ai beaucoup d'air dans ma carte natale, alors je suis quelqu'un, tu vois, les idées, ça fuse, quoi. Donc j'ai besoin de revenir, voilà, de fermer les yeux, de me connecter à qu'est-ce qui se passe pour moi, en moi. C'est quoi l'émotion qui est là? Et de vraiment la ressentir, et si besoin, de déjà faire un travail de libération. Et là, j'élargis mes pratiques, mes techniques, parce que voilà, j'expérimente par la danse, le mouvement, plein de choses que je ne faisais pas forcément jusqu'à maintenant. Et puis je me connecte aux besoins dont ça parle. C'est-à-dire, c'est quoi le besoin en moi là qui n'est pas respecté et qui provoque en fait cette émotion? Et ce que j'aime aller chercher, c'est comme en moi, je peux me remplir à partir d'un espace intérieur ce besoin-là. Et du coup, c'est pour ça en fait que j'ai pris la parole là-dessus, à travers mon défi live, parce qu'en fait, un de mes gros hors-pistes, c'est que je fais des lives quotidiennement sur ma page Facebook. Et ça, je peux te dire qu'au départ, c'est un sacré hors-piste pour moi. Mais c'est justement, ça m'amène tellement dans ce lâcher-prise que j'adore, en fait. Et du coup, je me suis dit, voilà, il n'y a pas finalement d'espace dans lequel je sens que la discussion, elle est possible, dans justement cette écoute respectueuse de quelle est la vérité de chacun. Et donc, comment, comment moi je peux faire ça? Déjà, moi, en m'autorisant. Et je trouve que les autorisations qu'on se donne, c'est un vrai outil de pouvoir personnel, parce qu'on oublie à quel point on donne le pouvoir à l'autre de nous interdire des choses, là où nous-mêmes, on ne se donne pas d'autorisation. Et les autorisations, c'est les permissions, c'est la mission du père. Donc, c'est vraiment notre masculin intérieur qui vient nous dire, ça, je te donne depuis l'intérieur de toi la permission, donc la mission du père, du masculin intérieur, de le faire. Et ça, pour moi, c'est ultra puissant que mon masculin intérieur vienne me dire, tu as cet élan, énergie féminine,
de t'exprimer, de dire ta vérité. Et ta vérité, elle fait de mal à personne. C'est juste une vérité intérieure. Et tu as le droit d'aller la déposer quelque part. Et en fait, cet espace, il n'existe pas. Donc moi, je le crée. Je le crée à travers mes lives. Et du coup, je nourris le besoin qui n'était pas satisfait. Et au lieu du coup rentrer dans ma posture de victime de tout ce qui se passe, enfin, tu vois, c'est facile, hein, les espèces de victimes, elles sont faciles à se mettre dedans. Du coup, je suis ce que moi j'appelle dans mon pouvoir personnel, et ça me redonne, voilà, tu souffles. Et le souffle, c'est la vie, c'est l'énergie, c'est l'élan de vie, c'est ce pourquoi on est là. Donc, ça fait du bien. Yes. Merci pour ton souffle et pour l'autorisation, la permission et ce langage des oiseaux délicieux de la mission du Père. Merci pour ça. Mmh. Euh, pour toi, on arrive sur la fin de notre boucle, Capucine, tranquillement. Pour toi, être hors piste, c'est quoi pour toi, être hors piste? Alors, je vais dire ce qui me vient. Bizarrement, être hors piste, c'est être pleinement soi. Parce que pour moi, en fait, le, la piste, celle celle en tout cas vers laquelle on peut être attiré, c'est justement ce truc commun, tu vois, qui nous dit comment être pour être aimé, comment faire pour être aimé, qu'est-ce qu'on doit ressentir, qu'est-ce qu'on doit penser. Ça, pour moi, c'est la piste. Et quelque part, aujourd'hui, il y a, tu vois, comme une grande piste où faudrait faire ce pas justement pour se mettre dedans. Et pour moi, le hors-piste, c'est justement ce pas hors de la piste où tu regardes qu'est-ce que toi, tu as de précieux, tu vois, que tu fais pas vivre si tu es dans la piste. Et évidemment, ça peut être super inconfortable parce que tu te racontes l'histoire que si tu es à côté de la piste, tu vois, ça réactive cette blessure de rejet, d'abandon et toutes ces grandes blessures qu'on a à l'intérieur de nous. Donc, quand tu fais ce pas hors piste pour être véritablement toi-même, tu peux penser que tu cours un danger d'exclusion. Alors, en fait, pour moi, être hors piste, c'est vraiment décider d'aller voir à quel point je suis unique, pas dans mieux. Enfin, c'est pas, tu vois du tout une comparaison. Pour moi, si chacun fait ça, c'est le monde qui se réveille parce qu'en fait, quand tu fais ça, c'est justement ce souffle de vie dont je parlais juste avant qui t'accompagne et puis tu es hyper écologique. Et quand tu es écologique, tu n'as pas besoin d'aller cramer les énergies des autres dans les relations et d'aller faire, tu vois, des trucs qui finalement sont pas sains, tu vois, et ça m'arrive de le faire, hein, on est humain, enfin. Mais je pense que plus moi je suis sur mon hors-piste à moi et chacun est dans son hors-piste, plus en fait on n'a pas plus besoin du coup de, de faire toutes ces choses qui finalement nourrissent ni nous-mêmes, ni, ni l'autre, ni l'humanité en fait. Donc voilà, c'est ça ma définition. C'est d'être sur sa propre piste. D'être sur sa propre piste. J'ai beaucoup aimé quand tu as dit de courir le danger, d'aller voir ce qui est précieux chez soi. Et j'aime beaucoup cette alchimie entre le danger et la préciosité. Et, et après, ça me rappelle qu'il n'y a pas de blanc sans noir, il n'y a pas de noir sans blanc, et que même si effectivement c'est dangereux, ça fait peur, et c'est tout le sujet de cette émission, et c'est tout le cœur de mon teaser en disant c'est par là que ça va, même si ça me fait flipper. C'est vraiment cet appel, d'écouter cet appel-là, au risque de, au risque d'avoir peur, et merci pour cette formule
de courir le danger, parce qu'en plus, de courir, il y a du mouvement, d'aller dans ça, c'est vivant. Magnifique. Ouais, et juste pour compléter, tu vois, il y a quelque chose que je trouve, que j'ai découvert récemment et sur lequel je suis en train de me former, et quelle révélation c'est pour moi. Donc, tu vois, j'ai l'enthousiasme de... C'est en fait, je suis en train de me former en astrologie alchimique, et du coup, pour moi, la découverte de ma carte natale, de découvrir à quel point, en fait, une carte natale, c'est une photo du ciel au moment de notre naissance, et toutes les informations sur justement notre pépite intérieure, elles sont déjà là, tu vois, depuis toujours. Et en fait, simplement d'aller te reconnecter aux archétypes présents dans ta carte natale, une carte natale, c'est unique, tu vois. Il n'y a pas une carte natale qui est pareille qu'un autre, et Comme chacun. voilà, on est tous des trésors. Donc, brillons, et voilà. Merci beaucoup, Capucine, pour cette fin en constellation où nous sommes tous brillants, et justement de briller sans cramer l'énergie des autres. J'ai beaucoup aimé aussi dans tes mots ce que tu as dit à cet endroit-là, d'oser briller, être qui nous sommes, et d'écouter justement l'audace de l'être, et d'écouter cet endroit brillant chez nous, chez chacun. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite, c'est tout ce que je vous souhaite, d'écouter votre audace et d'aller tout chose vers qui vous êtes. Merci encore, Capucine. Merci à toi. Merci beaucoup aux auditeurs. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir suivi cette hors-piste, et s'il vous a plu, partagez-le. Retrouvez tous les épisodes en vidéo sur ma chaîne YouTube Thomas Sissot, et rejoignez le compte Instagram Hors-Piste Podcast pour rencontrer mes invités en live et découvrir en avant-première les prochains hors-pisteurs. Touchous, soyez vous-même et écoutez votre audace.